L'ex-premier ministre burkinabé Yacouba Isaac Zida est candidat pour la présidentielle du 22 novembre prochain. En exil au Canada, il a été investi vendredi par son parti, le mouvement patriotique pour le salut. L'organe de transition au Mali a été investi ce vendredi. Bandao a prêté serment en tant que président et le colonel Assimi Goïta en tant que vice-président. La CEDEAO a dit prendre acte de cette investiture. Le Premier ministre togolais, c'est l'homme Komi Klassou, et son gouvernement ont démissionné, a annoncé la présidence du Togo vendredi soir. Le président Faure Gnassingbé a accepté cette démission. C'était le sommaire de ce nouveau point de l'actualité sur Sika. L'ex-premier ministre burkinabé Yacouba Isaac Zida, en exil au Canada, a été investi vendredi par son parti, le mouvement patriotique pour le salut MPS, parti d'opposition. Il est donc candidat pour la présidentielle du 22 novembre prochain. Images et son. Au nom des militants et sympathisants du MPS, nous vous investissons comme notre candidat à la présidentielle, a déclaré l'un des doyens du parti lors du congrès d'investiture à Ouagadougou. En exil au Canada depuis 2016, Yacouba Isaac Zida, dont le retour avait été annoncé par son parti, était finalement absent, mais il s'est exprimé par visioconférence. Nous avons décidé avec vous, jeunes, femmes, hommes, déterminés et entièrement dévoués, d'aller à la conquête du pouvoir d'État le 22 novembre prochain, afin de l'exercer avec le peuple et pour le peuple. Nous leur disons que pour la cause du Burkina Faso, nous sommes imperturbables et nous sommes inarrêtables. Thomas Sankara disait que quand le peuple se met debout, l'impérialisme tombe. Selon le président du MPS, Augustin Louada, les autorités ont fait clairement savoir en début de semaine que si Zida se déplaçait pour le congrès, il serait immédiatement arrêté dès son arrivée à l'aéroport. Camarades militants, que notre président d'honneur soit radié de l'armée, soit, mais qu'il soit en outre poursuivi et rayé des cadres de l'armée est la preuve d'un acharnement politique. Pourquoi poursuivre pour désertion et insubordination une personnalité militaire devenue civile dès lors qu'elle a été rayée des cadres de l'armée? C'est soit on est civil, soit on est militaire. On ne peut pas être civil et militaire en même temps. Le ministre de la Communication, Rémi Fulgence Dandino, a démenti ces informations dites erronées et sans fondement dans un communiqué rappelant toutefois que Zida doit répondre devant la justice militaire des chefs d'accusation de désertion en temps de paix et de refus d'obéissance. L'organe de transition au Mali a été investi ce vendredi. Bandao a prêté serment en tant que président et le colonel Assimi Goïta en tant que vice-président. La CEDEAO prend acte de cette investiture d'un civil à la tête du pays, mais ne lève pas encore ses sanctions. C'est au Centre international de conférence de Bamako que le président de la transition et son vice-président ont prêté serment. Aux premières loges des invités, Goodluck Jonathan, ancien président du Nigeria, médiateur de la CEDEAO pour un retour à l'ordre constitutionnel au Mali, Jean-Claude Cassibrou, président de la commission de la communauté des États ouest-africains CEDEAO, et une forte présence de hauts gradés de l'armée. Une présence non moins importante, celle de Mahmoud Diko, l'imam, figure de proue des contestations qui ont contribué au départ de Ibrahim Boubacar Keïta du pouvoir. C'est devant ce parterre que Banda et Assimi Goïta ont prêté serment devant Wafi Ougadeye Cissé, le président de la Cour suprême, l'un en tant que président et l'autre vice-président de l'organe de transition. Citant les articles de la charte de transition, le président de la Cour suprême a rappelé les engagements qui sont ceux de l'organe de transition qui ne doit pas s'éterniser au pouvoir. Un président civil, c'est l'une des exigences de la CEDEAO pour lever les sanctions qui pèsent sur le Mali depuis le coup d'État qui a déchu Ibrahim Boubacar Keïta du pouvoir. L'autre est la nomination d'un Premier ministre tout aussi civil. En attendant cette nomination, la CEDEAO prend acte de l'investiture du président, mais garde ses sanctions. Concernant les sanctions, et conformément aux décisions des chefs d'État et de gouvernement,
suite à l'investiture du président de la transition. Celles-ci seront levées lorsqu'un Premier ministre civil sera nommé. Pour les nouvelles autorités de Bamako, la nomination du Premier ministre, telle que souhaitée par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, ne saurait tarder. Le Premier ministre togolais, Komi Selom Klasso et son gouvernement ont démissionné, c'est ce qu'a annoncé la présidence du Togo. Ce vendredi soir, le président Faure Gnassingbé a accepté cette démission, c'est ce qu'indique le communiqué publié sur le site officiel de la présidence. Le chef de l'État a félicité le Premier ministre et toute l'équipe gouvernementale pour les efforts engagés sur le plan économique, politique et social, ainsi que les résultats encourageants obtenus malgré le contexte difficile marqué par la crise sanitaire que traverse actuellement le monde entier, déclare le communiqué publié par la présidence. Un changement de cap politique était attendu au Togo depuis que Faure a été réélu en février pour un 4e mandat présidentiel. Mais ce changement a été retardé par la pandémie de coronavirus. La victoire de Faure Gnassingbé à l'élection présidentielle a été acquise après un amendement de la Constitution qui lui a permis d'être de nouveau candidat. Depuis plus d'un demi-siècle, la famille Gnassingbé dirige ce pays d'Afrique occidentale. Faure Gnassingbé préside le Togo, un pays de 8 millions d'habitants depuis 2005, date à laquelle il a succédé à son défunt père Gnassingbé Eyadema, qui a dirigé le pays d'une main de fer pendant 38 ans. Selom Komi Klasso était Premier ministre depuis 2015. Faure Gnassingbé a remercié le chef du gouvernement pour son sens élevé du devoir et l'a chargé d'expédier les affaires courantes, indique par ailleurs le communiqué de la présidence. L'économie du Togo a été frappée par la pandémie de coronavirus, les autorités ayant imposé des restrictions pour limiter la propagation du Covid-19. À ce jour, 1722 cas de contamination et 44 décès dus au virus ont été enregistrés au Togo. Mesdames, Messieurs, cette édition se poursuit. Les rivalités entre les deux gouvernements libyens se sont invitées à nouveau à la tribune des Nations Unies. Celui reconnu par l'ONU était invité à prendre la parole à l'occasion des 75 ans de l'institution. Fayez al-Sarraj, chef du gouvernement d'union nationale, n'a pas manqué de dénoncer les exactions de son rival de l'Est. Le seul point sur lequel Fayez al-Sarraj a décerné un satisfecit au gouvernement de l'Est dirigé par le maréchal Khalifa Haftar est l'appel à un cessez-le-feu et à la reprise de la production pétrolière. Pour le reste, Fayez al-Sarraj dénonce et prévient. Nous saluons l'annonce par les dirigeants de l'Est de la Libye qui ont appelé à un cessez-le-feu et à la reprise de la production du pétrole. Cependant, nous n'avons pas encore constaté de coopération de la part des groupes armés et des milices de l'agresseur. En réalité, nous avons observé des remarques hostiles de la part de leurs porte-parole et des violations de la part de leurs forces armées et de leurs milices. Par conséquent, nous les tenons pour responsables de tout affrontement militaire et de toute perte ou destruction. Dans cette intervention par visioconférence, Fayez al-Sarraj a réaffirmé les efforts de paix faits par son gouvernement et souhaite par ailleurs une tenue prochaine des élections dans le pays. Nous avons constamment prouvé que nous voulons la paix et non la guerre. Alors que nous possédons la force et la loi pour vaincre l'agresseur, nous voulons éviter un bain de sang et les pertes de vies humaines, afin d'unifier les efforts pour combattre la Covid-19 qui menace la vie des citoyens. Nous avons annoncé un cessez-le-feu le 21 août et avons appelé à des élections en mars prochain. Si le gouvernement d'union nationale GNA libyen, dirigé par Fayez al-Sarraj, a le soutien des Nations Unies et de la Turquie, celui de l'Est, sous la houlette du maréchal Khalifa Haftar, compte sur l'Égypte, les Émirats arabes unis et la Russie. Les deux gouvernements se partagent le pays en conflit depuis la chute du colonel Muammar Kadhafi en 2011. Tels des Sisyphes punis par des dieux, des bénévoles de Bargny, ancien village de pêcheurs du Sénégal, ont beau enlever les ordures, elles reviennent inlassablement joncher les plages, repoussées par les vagues ou déposées par les habitants, faute de système adéquat de collecte. Reportage à Dakar. À une trentaine de kilomètres de la capitale du Sénégal, la plage de Bargny est une décharge à ciel ouvert.
Aux ordures charriées par la mer s'ajoutent celles déposées quotidiennement par les habitants du littoral. Des jeunes bargnois, comme Medza, ont décidé d'agir contre ce désastre écologique. Personnellement, moi, ça me choque. Je ne peux pas continuer comme ça, parce que c'est mal et c'est honteux. C'est une bombe écologique, moi, je dirais. Avec son association, cet activiste de 29 ans multiplie les initiatives pour rendre sa ville plus propre. Et la tâche est titanesque. Faute d'un système de ramassage efficace, la plupart des villes au Sénégal sont submergées par les déchets plastiques. Mais Bargny est particulièrement cerné par la pollution. À l'ouest, la plus grande cimenterie de la sous-région rejette des nuages de poussière toxique. À l'est, l'État vient de construire une centrale thermique et au sud, un nouveau port maritime va bientôt entrer en activité. Malgré ces nouvelles infrastructures, les retombées économiques pour les habitants se font attendre. Bargny n'a toujours pas de réseau d'assainissement et croule sous les déchets. Le 15 août dernier, Medza et son association ont réalisé une opération zéro déchet. Il a levé des fonds sur les réseaux sociaux pour acheter pelles, sacs poubelles, râteaux. Après des heures d'efforts, la plage est nettoyée. Mais 10 jours plus tard, lorsque Medza revient sur place, c'est la déception. De son côté, la mairie aussi admet être dépassée par l'ampleur du phénomène. Jusqu'à présent, le quartier était dépourvu de bennes à ordures. La municipalité fait désormais construire des zones de collecte et espère que les habitants changeront leurs habitudes. En 2019, nous avons fait des investissements très sérieux parce qu'on a pris conscience de ce qui existait ici. Vraiment, c'était dans un état indescriptible. La commune s'y est attelée. Et je peux vous assurer qu'il y a plus de 100 camions d'ordures, déchets de tous ordres qui ont été extraits de ce site-là. Restent les déchets ramenés par la mer, rejetés par les bateaux et les communes avoisinantes. Medza ne se décourage pas. Avec son équipe, il planifie déjà sa prochaine opération zéro déchet. C'est sur cet élément réalisé à Bargny, à quelques 30 km de Dakar, que nous refermons cette édition. Merci de l'avoir suivi et très bon week-end à chacun et à tous.